Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Saisir la douleur, souvent mal comprise, qui suit la perte d'un bébé in utero et comprendre la particularité de ce deuil à faire, voilà les missions que se sont données Cléa Favre et Kalina Angelova après la parution de leur ouvrage « Ce sera pour la prochaine fois », un journal de survie post-fausse couche paru aux éditions Favre en 2022. Depuis, les deux journalistes travaillent sur la mise en place d'une exposition qui reprendra ce thème afin de montrer la réalité de ce qu'est une grossesse arrêtée et de ce qu'endurent les femmes, les couples qui la vivent. L'exposition, gratuite, se tiendra à l'espace 81 à Morges du 19 août au 14 septembre 2024. En attendant, vous pouvez contribuer à leur campagne de crowdfunding sur We Make It. Kalina et Cléa, vous avez travaillé ensemble sur l'édition d'un livre, un journal de survie post-fausse couche qui a été publié en 2022. Est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pourriez rapidement vous présenter et présenter le livre ? Ce sera pour la prochaine fois. Alors, je m'appelle Kalina Angelova. Après des études de biologie et de journalisme, j'ai travaillé en tant que journaliste dans plusieurs médias de presse traditionnelle et spécialisée en Suisse. Et depuis cette année, je me suis lancée en tant qu'indépendante, toujours dans le milieu journalistique, de la communication et du graphisme. Et moi, je m'appelle Cléa Favre, je suis journaliste, autrice de ce livre qui s'appelle « Ce sera pour la prochaine fois » et qui est issu de mon expérience parce que j'ai fait deux fausses couches, entre guillemets. J'aime pas beaucoup ce mot, mais on va parler plutôt de grossesse arrêtée. Et donc, c'est un roman graphique qui retrace tout ça. D'accord. Et comment t'en es arrivée à l'idée de vouloir le mettre en version papier, en version livre ? En fait, j'ai commencé à écrire pour moi parce que j'avais une certaine rage, je pense, une certaine colère suite à ces expériences. Et j'ai eu besoin vraiment que ça sorte. J'ai eu besoin de le coucher sur le papier. Et j'avais pas forcément d'espace où le faire parce qu'il y avait tellement d'incompréhension en face de moi que voilà, c'est dans l'écriture que j'ai trouvé ce refuge. Et ensuite avec Kalina qui est une amie, on a eu cette idée d'en faire un roman graphique histoire que ça puisse servir aussi à d'autres femmes ou d'autres couples. C'était pour la facilité en fait de le lire, le côté roman graphique, et que les illustrations aussi elles sont quand même très marquantes. Alors moi j'étais très sensible au récit et au vécu de Cléa, et j'étais à cette époque-là au moment où elle me racontait son expérience de fausse couche, j'ai décidé de me lancer dans l'illustration. Et donc une chose en entraînant une autre, on a décidé de travailler sur l'idée d'un roman graphique. Et pourquoi on a choisi cette forme d'un roman graphique avec des illustrations ? Je pense que l'écrit et les images se répondent très bien, puisque parfois le texte est cru, un peu trash, et les dessins de Kalina sont plutôt poétiques, apportent une certaine douceur, et inversement. Donc je pense que ça aide aussi la lecture, et ça permet aussi de se mettre dans la peau du personnage. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout vécu cette expérience, je pense que c'est aussi plus simple de visualiser sous cette forme. Et l'idée était aussi d'accompagner donc le récit en images en essayant de ne pas être redondant ou littéral. Donc l'idée était vraiment d'essayer de trouver une manière d'illustrer cette thématique sans tomber non plus dans les clichés qu'on a souvent quand on pense à une fausse couche. Ce serait quoi par exemple les clichés ? On voit beaucoup d'images de fœtus qui sont à différents stades de vie. On les compare souvent à des petits légumes ou des petits fruits, etc. pour se rendre compte. Alors ça, c'est typiquement un truc qu'on a décidé de ne pas faire. Il y a plein de choses, plein d'images qu'on a, et on a vraiment essayé de ne pas utiliser ces images-là en fait. On a un peu fait en tout cas moi j'avais fait un peu des recherches sur Google, je me rappelle,
quand on met fausse couche, et l'idée c'était de voir qu'est-ce qui apparaissait. Et puis c'était de ne pas vraiment coller et de n'utiliser ces images-là aussi clichés qui apparaissaient quand on tape fausse couche dans Google, quoi. Ouais, ça avait l'air d'être assez évident en fait pour vous. Vous étiez assez alignés quand même assez rapidement sur ce que vous vouliez, ce que vous vouliez pas en fait transmettre comme message par le biais de ce livre. Oui, tout à fait. Alors la collaboration, elle a été assez magique parce qu'on a travaillé pendant le Covid, donc complètement séparément. Ouais. Et donc dès que j'avais fini un chapitre, je l'envoyais à Kalina et ça lui parlait beaucoup. On s'est quasiment jamais fait de remarques négatives. La magie a vraiment opéré, et quand Kalina ensuite elle m'envoyait ses dessins, j'étais complètement bluffée parce que voilà, Kalina elle l'a pas vécu, mais elle a su vraiment trouver le juste ton sans justement tomber dans le gore pour faire du gore, mais en ayant un dessin extrêmement fort. Donc et tout ça s'est fait tout à fait naturellement. Peut-être qu'on peut aussi dire que l'idée du dessin était aussi là pour renforcer le propos, l'adoucir peut-être un tout petit peu parce que le texte est quand même assez fort, et par moments c'était le contraire. Donc c'était assez complémentaire au final. Oui, on ressent quand même des émotions par le biais vraiment de ces illustrations. Et puis vers toute la partie où il y a la colère aussi, où on est happé aussi par cette colère parce qu'on la sent tout de suite. Mais on sent aussi au fil des pages quand même le côté solitude et tout que tu as dû ressentir. Personnellement, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. On traverse, on touche de très loin en fait un petit peu de ce que ça doit être comme émotion. Et du coup, sur le sujet je vais mettre fausse couche entre guillemets, ou des grossesses arrêtées. On dit qu'il y a un quart des femmes, donc une femme sur 4, qui subit une grossesse arrêtée. Mais à l'époque où le livre est sorti, donc en 2022, il y avait encore un peu cette notion de tabou autour de cette question des grossesses arrêtées. Dans le livre, on comprend que tu découvres qu'il y avait certaines de tes proches qui l'avaient vécu alors que toi, tu n'étais pas forcément au courant. Et vice-versa, d'autres personnes qui découvraient que toi, tu passais par là, alors que un peu comme si c'était quelque chose qu'elles avaient dû cacher et qu'on découvre seulement si on le vit, seulement si on le traverse, et puis que l'autre personne décide de nous en parler. Déjà en 2022, c'était tabou. En 2024, il y a certainement plus de discussions ou d'ouverture en fait sur ce sujet, sur les réseaux sociaux par exemple, mais ça reste quand même un sujet qui est très 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 tabou. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, il y a pas mal de livres qui sont sortis ou d'initiatives aussi artistiques qui émanent de mamans qui l'ont vécu. J'ai l'impression que ce qui a changé, et ça j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de nouveau, ce besoin de témoigner, ce besoin d'en faire quelque chose de ces grossesses arrêtées, de leur donner un sens. J'ai l'impression que ce qui est nouveau, c'est qu'on est plus prêt à écouter. En témoigne la couverture médiatique assez importante qu'on a eue à la sortie de notre livre, et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez positif, mais c'est clair que y a encore un gros travail. Oui, et puis tant au niveau médical qu'au niveau de la société. Ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on veut en remettre une couche et qu'on a un deuxième projet justement pour changer, contribuer encore à changer de regard sur ces grossesses arrêtées. Et justement, alors, ce deuxième projet, vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, alors peut-être juste en introduction, on a été approché par le département de la culture de la ville de Morges qui nous a proposé de développer une exposition sur la base de notre roman graphique. On a accepté de relever ce challenge parce que, au fond, une exposition prolonge la thématique que nous voulions mettre en lumière, à savoir la non-reconnaissance de ce qu'endurent les femmes, les couples face à une fausse couche. Ensuite, je pourrais aussi dire qu'aujourd'hui, les fausses couches restent mal comprises par la société, comme elle l'a dit tout à l'heure Cléa, mais aussi mal comprises par la science, parce que souvent on ne connaît pas forcément la cause. Et puis aujourd'hui, arriver avec un travail artistique qui vise une personne qui est susceptible d'accompagner une personne qui a vécu une fausse couche, eh bien ça nous semble extrêmement pertinent. Et puis peut-être juste un petit détail qui est important pour nous, c'est les dates qui ont été proposées par la ville de Morges pour exposer. Donc c'est du 19 août au 14 septembre et ça correspond au week-end de livres sur les quais qui va lui-même se dérouler du 30 août au 1er septembre. Et c'est un événement littéraire qui attire chaque année beaucoup de monde. Et c'est quand même un peu une angoisse de se dire qu'on va exposer dans le cadre aussi de ce festival littéraire qui est quand même très prisé. Voilà, mais on est quand même heureuse.
mais aussi une fierté, du coup, puisque vous êtes quand même intégré à ce festival. Donc c'est... Oui, c'est une fierté parce qu'on nous a dit qu'on va être annoncé effectivement aussi, donc on a un devoir. Oui, je comprends le stress. Oui. Oui, ça montre là encore l'intérêt que ce sujet suscite. Oui. Puis tu dis que c'est la ville de Morges qui vous a approché. Donc, oui, c'est donc la ville de Morges, le département de la culture, qui nous a approchés pour nous proposer de réfléchir sur une exposition qui se baserait sur notre roman graphique, de la concevoir, de l'imaginer et puis de revenir avec un projet. Et c'est ce qu'on a fait, on a monté un dossier, on a revu la responsable du département de la culture qui a été séduite par le projet et puis qui nous a dit de foncer. Et c'est puissant, justement. Je trouve que la ville de Morges vous le propose d'elle-même, en fait, et que vous n'ayez pas eu à faire cette démarche, en fait, de devoir expliquer votre travail. C'est très puissant que ça vienne d'eux. C'est très positif. Oui, c'est positif, c'est une marque de confiance aussi. Et puis, ça nous réconforte aussi dans l'idée qu'on a été juste avec ce roman graphique. Et je trouve quand même que c'est assez courageux aussi de la part d'une ville de laisser des personnes s'exprimer sur une thématique qui est pas très glamour, on va dire ça comme ça, dans un espace public. On trouve que c'est plutôt positif, c'est une très bonne chose. Et comment est-ce que vous vous y êtes prise pour l'organiser? Parce que j'imagine que c'est pas du tout votre métier, comme vous venez de l'expliquer, de vous présenter. Alors ça, c'est un vrai challenge, effectivement, parce que on est journaliste de profession, donc on n'est pas du tout des scénographes, etc. On n'a pas l'habitude de faire ça. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait une exposition, c'est la première fois qu'on avait fait aussi un livre. Donc, on va essayer quand même de s'entourer de quelques professionnels qui vont peut-être nous coacher sur certains points. Mais ce qui est très important à dire, c'est que pour qu'une exposition voie le jour, il faut des fonds. Et pour trouver ces fonds, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding. Nous avons fixé un objectif de 5 000 francs que nous avons atteint en une semaine. Nous en sommes extrêmement fiers. Nous avons refixé un deuxième objectif et puis là, on laisse un peu, on a encore quelques jours avant la fin de la campagne et puis on laisse un petit peu ouvert et on espère que les gens continueront à contribuer parce que avec 5 000 francs, on fait une exposition, on peut faire déjà une jolie exposition. Mais c'est sûr que si on a un peu plus de moyens, on pourra investir davantage sur les installations, de faire peut-être plus d'impressions, plus de peinture, etc. Ouais. Et alors concernant l'exposition, elle est présentée comme étant immersive. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ou c'est encore un petit peu... ça doit rester un petit peu... Alors oui, c'est encore work in progress, mais okay. On peut en dire quelques mots. Effectivement, c'est en work in progress, tout est en work in progress, mais effectivement, pourquoi immersive? Eh bien, parce que vivre une fausse couche, c'est traverser des moments d'émotion énormes. Et dans l'exposition, nous voulons essayer de faire ressentir ces moments d'émotion. Celui où le test de grossesse est positif et on est fou de joie d'avoir un bébé, celui où on découvre que le cœur ne bat plus, celui où on va devoir évacuer le fœtus de son corps, celui où on doit écouter les conseils ou les avis des autres qui blessent souvent profondément. Nous sommes vraiment en train de travailler sur ces moments clés sans être littéral et je dirais que c'est à peu près la même démarche que j'ai faite à l'époque pour le livre et les dessins, c'est donc coller au récit de Cléa sans être littéral. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de faire un pas de côté artistique, de s'éloigner des mots pour mieux faire ressentir cette émotion. Plus concrètement, comme on est en train de travailler sur l'exposition, tout ce qu'on peut vous dire à ce stade-là, c'est que on va essayer de créer différentes installations pour faire passer typiquement ces émotions, pour essayer de faire comprendre sur le plan physique et émotionnel qu'est-ce que vit une femme ou un couple qui traverse cette épreuve. Et il y aura de la peinture, il y aura des esquisses de notre livre qui seront imprimées en grand. On y travaille. Ouais, et si je peux ajouter aussi que on voulait que ce soit immersif parce que pour que le public puisse vraiment se mettre dans la peau d'une femme ou d'un couple qui traverse ça. Et il me semble que le grand malentendu de base sur les grossesses arrêtées, c'est que c'était pas vraiment un bébé et donc que ce n'est pas vraiment un deuil. Et donc on veut montrer que si, et on veut montrer cette douleur. Ouais. Peut-être que ce qu'on peut encore souligner, c'est que dans le livre, on avait 9 encadrés qui laissaient la place
typiquement à David Beau, au milieu médical, ou à des personnes qui travaillent de près ou de loin dans les milieux associatifs qui sont spécialisés sur cette problématique. Et aujourd'hui, avec l'exposition, dans le cadre de cette exposition, on souhaite organiser 1 à 2 tables rondes en invitant justement des spécialistes. Et de cette manière, on laissera la place au public de discuter avec eux. Ce sera ouvert au public, donc ils pourront poser toutes les questions. Les gens pourront raconter leur vécu s'ils le souhaitent. Et on pourra entamer un débat autour des arrêts de grossesse. Et l'idée est aussi de proposer autre chose que le livre. Donc de ne pas faire une exposition qui se base littéralement sur le livre, mais vraiment d'essayer de prendre un peu une autre démarche, une autre voie peut-être, pour aborder la même thématique, les mêmes problèmes, mais un tout petit peu autrement. En parlant du livre, justement, personnellement, je trouvais qu'il y avait tant les illustrations que les termes qui sont très très puissants. Donc les illustrations, on en a déjà parlé. Je disais que moi personnellement, je ressentais vraiment cette solitude, ce vide en fait qui émane tout au long du livre. Il y a certaines images qui sont extrêmement puissantes. L'image de la tombe où c'est écrit 44 jours, mais après on sent quand même aussi la colère, la frustration, le fait de se sentir vraiment encore une fois très 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 seul. Quant aux termes aussi qui sont utilisés, tout le champ lexical il est très très rude. Donc la douleur, le sang, la colère, la solitude, la culpabilité, le deuil, la haine, la suspicion, la stigmatisation. On peut difficilement faire plus rude. Est-ce que du coup c'était votre volonté de départ de montrer à quel point c'était extrêmement, encore une fois, rude, douloureux? C'était cette volonté d'interpeller dès le départ en fait les lecteurs et les lectrices? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le livre qui est choquant, c'est ce qu'on vit quand on fait une fausse couche qui l'est. Et je l'ai bien compris avec... quand à l'époque Cléa me racontait son expérience. Et je dirais que notre volonté était d'alerter, d'interpeller et de sensibiliser la lectrice et le lecteur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la visiteuse et le visiteur aujourd'hui avec l'exposition. Je suis tout à fait d'accord avec Kalina. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout voulu exagérer ou tomber dans le sensationnalisme. Et c'est sorti comme ça parce que voilà, c'est ce que je ressentais et c'est comme ça aussi que Kalina l'a traduit en images. Et c'est qu'une fois que d'autres personnes ont vu le livre qui nous ont dit wow, qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être interprété comme ça. Mais les retours de lectrices qu'on a eu, de lectrices qui ont passé par ces épreuves, elles nous ont dit ah ben merci, il y a pas de fioriture. Enfin, pour moi ça s'est passé aussi comme ça. Alors bien sûr que les vécus des grossesses arrêtées sont tous différents, mais oui c'est pas le livre qui est cru, c'est l'expérience qui est crue. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'on a eu énormément de retours. Et puis, je crois, de tous les retours qu'on a eus, il y a eu peut-être une seule fois une femme qui nous a dit « Mais moi, mesdames, j'ai pu en parler de ma fausse couche, donc je ne trouve pas que ce sujet est tabou. » C'est la seule personne en 2 ans qui nous avait dit quelque chose comme ça, parce que pour elle, c'était facile d'en parler, et puis elle sentait pas que le sujet était tabou. Mais voilà, le fait que ce soit juste une personne qui nous l'ait dit, c'est peut-être que... chacun exprime différemment ses émotions, mais grosso modo, en règle générale, et ben, ça reste quand même encore un sujet et puis, sur lequel on s'exprime difficilement. Encore une fois, c'est à différents niveaux, parce qu'on comprend dans le livre que c'est au niveau des proches déjà par rapport à toutes les phrases, les avis, les conseils qui sont pas du tout sollicités, mais qui sont donnés effectivement avec des phrases qui sont quand même très très douloureuses. Mais c'est aussi au niveau médical, ou encore ce passage où tu parles du travail, de la reprise du travail, en expliquant que t'as pas du tout le cœur à retourner travailler, mais qu'en même temps c'est difficile d'aller expliquer aux collègues, de revenir un peu comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment, on comprend que c'est sur toutes les couches en fait, c'est très compliqué. Oui, je pense qu'il y a une honte et aussi une culpabilité justement qui naît de toutes ces remarques, que ce soit déjà au début de la grossesse, les injonctions du corps médical ou des applications XY et des magazines, dire mange pas ça, fais pas ci, fais ça, pas ça, fais pas tel sport, repose-toi, etc. Donc on se dit que si on n'a pas rempli si on n'a pas coché toutes les cases, on doit bien avoir fauté quelque part, sinon ça n'arriverait pas. On cherche une explication, donc ça peut être que nous, puisqu'on était déjà responsable de cette petite vie et qu'on n'a pas assuré. Et puis après, ça va toutes les
les phrases de l'entourage qui vont elles aussi chercher où est la faute, qu'est-ce qui s'est passé, je pense pour se rassurer elle-même, mais en disant voilà, est-ce que t'as pas fait trop de sport, est-ce que t'as pas trop stressé, est-ce que t'as pas trop travaillé, et donc effectivement ça laisse des traces après dans la tête et on s'interroge. Oui, puis cette notion de culpabilité, elle est vraiment très très forte, on la sent tout au long du livre, et d'ailleurs c'est vraiment intéressant d'avoir mis le regard plus objectif de ce médecin, de ce gynécologue qui permet de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et j'imagine que pour les lectrices qui ont vécu justement des grossesses arrêtées, mais ça c'est un témoignage très très précieux. Justement, c'était aussi une des volontés du livre, c'est de mettre fin à toutes les fausses croyances qui entourent les grossesses arrêtées voilà, qui font qu'on a ce genre de phrases qui vont venir culpabiliser la maman, alors que c'est la réalité, la responsabilité de la maman, elle est de 0%. À moins que voilà, ce soit quelqu'un qui s'alcoolise massivement ou qui se drogue, là ça peut se discuter, mais non, c'est pas parce que vous êtes allé faire un footing que vous avez perdu votre bébé. Et ça c'était important pour nous que voilà, c'est un constat de la science et point. Oui. Et puis il y a aussi cette notion de minimisation du deuil qui est très présente dans tout l'ouvrage, et encore une fois autant au niveau du personnel médical qu'au niveau des proches. Et il y a un peu cette notion de se dire que voilà, tant que on n'est pas au-delà des 4 mois officiels de grossesse, bon c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, tu recommenceras. C'est comme on dit, un amas de cellules ou autre, et c'est très violent de minimiser ce deuil en fait. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que pour la plupart des gens extérieurs au couple, cet enfant, il n'avait pas d'existence, puisque bien souvent, il ne connaissait même pas l'existence de cette grossesse, avec la fameuse règle avant 3 mois, on ne dit pas qu'on est enceinte. Donc, d'où aussi des maladresses, parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer pour la personne en face. Ah, t'as perdu ton bébé, mais d'accord, t'étais enceinte, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'aide pas. Et puis aussi, c'est une mort qui n'aura laissé aucune trace, puisque c'est quelqu'un qui n'aura pas vécu. Et donc c'est bien souvent que pour les parents qu'il y a quelques traces, peut-être un test de grossesse, peut-être une première échographie. Et donc c'est cet être qui n'a pas eu de matérialité, et pour les autres il n'a jamais existé. Oui, et ce qu'on ressent, c'est qu'il y a c'est de la maladresse en fait. La plupart du temps, c'est des personnes qui essayent de rassurer, mais tu l'as dit, de se rassurer aussi elles-mêmes de façon un peu contradictoire, mais c'est une sorte de maladresse de vouloir aider, puis finalement de tomber dans des clichés, dans des propos qui sont finalement au contraire ceux qui vont te noyer en quelque sorte. Et peut-être aussi au moment quand Cléa a écrit le livre, on s'est posé aussi la question, mais on ne donne pas la parole au deuxième parent justement. Est-ce qu'on va être critiqué là-dessus? Est-ce que c'était un bon choix? Et en fait, c'est un choix entre guillemets artistique et puis arbitraire. Voilà, on a décidé de se concentrer, de se focuser sur un récit d'une femme qui a vécu un arrêt de grossesse. Et d'ailleurs, pour l'exposition, ce sera la même chose. Alors nous, on s'est pas permise de parler au nom du deuxième parent, parce que voilà, on l'a pas vécu, donc c'est compliqué. Et on adorerait lire, c'est pas du tout que ça nous intéresse pas, des témoignages aussi de ce vécu-là. Mais voilà, nous on se sent pas. Ouais. Voilà. Oui. Et par rapport à toi, Cléa, qui a vécu cette situation, parce que j'imagine que sur le moment tu pouvais pas le savoir, mais maintenant avec du recul, qu'est-ce qui t'aurait aidé, qu'est-ce qui pourrait aider d'autres mamans qui passeraient par là, sans faire de généralité, parce qu'on est toutes différentes, bien sûr. Ce qui m'aurait aidé dans mon cas, je pense, c'est savoir que ma douleur était légitime et que j'avais le droit de prendre du temps pour m'en remettre et que c'était pas rien ce qui m'était arrivé. J'avais l'impression qu'il fallait vite passer à autre chose, que c'était pas si grave. Ok, merci. Alors, pour donner les informations concrètes concernant l'exposition, donc l'exposition, elle est prévue du 19 août au 14 septembre à l'espace 81 à Morges. Elle s'appellera C'est quoi qui est faux? Gratuite, elle est ouverte au public. Accessible du lundi au samedi, c'est juste, on avait encore regardé hier. De 9h à 18h.
Et on a encore beaucoup de travail, mais voilà, on sera ravis de vous y accueillir. Merci. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai hâte, parce que ça reste un sujet qui est quand même pas évident. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que vous préparez, en fait, parce que c'est vrai que ça a l'air extrêmement puissant et puis à la fois informatif aussi, et puis de vraiment réussir à démystifier certaines croyances, à comprendre certaines choses aussi. Je pense que ça aidera énormément de monde, et notamment les proches des personnes concernées. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur